historique de la naissance de Novox. Alors l'origine est simple, c'est que nous avions l'habitude pour une partie du mouvement social, notamment français, mais aussi belge et de 2 ou 3 autres pays, à nous rendre dans les forums sociaux. Et dès le premier forum social, qu'il n'avait de social que le nom. C'est-à-dire que les questions sociales réelles n'étaient pas débattues non seulement dans le forum, mais que les hommes ou les femmes qui étaient concernés par ces questions sociales, ceux qui étaient le plus en situation difficile, ne participaient pas ou ne prenaient pas la parole dans les forums et qu'on avait une représentation très académique. Or, notre conception à nous était évidemment que pour parler des questions sociales, il fallait d'abord, avant tout, que la place même de la parole et du témoignage soit faite par les hommes et les femmes acteurs de leur propre lutte. Alors, nous, on a pris contact avec Novox par le biais de DAL. Comme je le mentionnais lors de notre présentation, on s'est reconnu dans DAL, leur méthode d'action, leur champ d'intervention, la façon de fonctionner. Franchement, les premières fois qu'on a entendu parler du Forum social mondial, il y a eu des activités au Québec autour de ces événements-là et on était demeuré assez sceptiques, parce que ça n'a pas eu de grandes répercussions localement, il faut bien l'admettre. Les gens qui se réunissaient, soit en préparation du Forum social mondial ou en préparation des forums sociaux locaux, ça semblait être plutôt un cercle assez fermé, avec pas beaucoup de retours, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Je vois, malheureusement, les gens se réunissent, ils discutent, mais ça n'a pas de retombées. C'est comme des grands-messes que j'appelle. Tu sais? Des grands-messes de la gauche où on se dit qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on voudrait bien faire la révolution, mais ça aboutit nulle part. C'est un peu... À la limite, je trouve que c'est plus intéressant d'être ici avec des gens qui sont en lutte concrète et qui concrètement tâchent de changer des choses dans le quotidien. On a adhéré il y a 1 an à Novox. Et c'est parti davantage, je vous dirais, d'une intuition que de certitude, hein, entre autres, bon, compte tenu de ce qu'on ressentait des participations québécoises au Forum social mondial. Donc, l'intuition, autour des problèmes de logement, tout le moins, il y avait des affinités ou des ressemblances. Bon, de plus en plus, on le voit, les pouvoirs municipaux se font transférer des champs de responsabilité sociale. Et en tout cas, dans une grande ville comme Montréal, on le ressent. C'est-à-dire que la ville se retrouve responsable de différents dossiers, mais n'a, un peu comme tu le mentionnais ce matin, Benoît, n'a comme seule ressource financière que le foncier, donc tout passe par là. Et ça a des effets. Ça a des effets sur sa façon de traiter les problèmes. Donc, il y a une intuition qui nous disait que ce qu'on vivait chez nous était vraisemblablement la même chose ailleurs. Et de là, la curiosité d'aller voir, effectivement, vérifier nos intuitions, puis voir également si ensemble, on ne peut pas intervenir un peu comme le camarade de la Turquie vient de le mentionner, si on ne peut pas faire des interventions auprès des instances internationales comme l'ONU pour obtenir de nos États respectifs un meilleur respect des engagements pris, par exemple, autour du PIDESC. On mesure mieux l'intérêt, effectivement, de ce réseautage-là. Bon, évidemment, c'est pas ni Normand ni moi qui allons prendre des décisions, mais je pense qu'on va être des bons ambassadeurs et ambassadrices. On va tenter de convaincre nos pairs que ça vaut la peine de poursuivre et qu'on peut non seulement partager nos expériences et nos pratiques, mais aussi
essayer de construire ensemble des pôles de communication qui vont être utiles. Nous avons rencontré la première fois Novox il y a 4 mois à Malmö. Avant de parler de ce que j'ai pu voir à Malmö, je voudrais un petit peu parler de nos activités, nos objectifs en Turquie. Exactement comme au Portugal, au Mali et au Japon, au départ c'était qu'un mouvement local. Mais on a vite compris qu'en tant qu'un mouvement local, il est très difficile de lutter contre le néolibéralisme et le capitalisme. Donc on a créé la plateforme des associations de quartier d'Istanbul. Et quand on a vu que ça non plus n'était pas suffisant, on a essayé de contacter les chambres de profession, les syndicats et les universités. Et quand ça aussi, on a vu que c'était insuffisant, on a vu qu'on avait besoin d'expériences internationales. En Turquie, comparé par exemple au Japon ou au Mali, relativement les luttes sociales sont un peu plus facilement gérables en Turquie. Mais malgré ça, on n'a pas fini complètement notre évolution dans notre lutte du droit au logement. Quand on a fait part de nos observations à Malmö, ils ont jugé que c'était opportun de nous envoyer ici en tant que représentants. Gittiği anda sıra hemen Gülsün'e Gülensu'ya gelecektir. Oradaki gecekondu mahallesi yok edilmeye çalışılacaktır. Buradan sıra E5 hattı boyunca bütün emekçilerin yaşadığı diğer mahallelere gelecektir. Ce qui nous a aussi beaucoup intéressé dans le réseau Novox, c'est cette approche horizontale et qui garde l'autonomie, qui permet de garder l'autonomie du mouvement dans chaque pays. En ce moment, il y a beaucoup de tensions en Turquie sur les questions surtout de privatisation. Entre autres, on essaie de privatiser l'eau en ce moment, les retentissements de la crise financière actuelle, les licenciements massifs qui existent depuis très longtemps. Il y a des organisations syndicales qui essaient d'encourager les initiatives autonomes de lutte sociale. Donc c'est toujours un processus dual. Donc d'un côté, il y a les syndicats, les chambres de profession et tout ça. Et les autres organisations, donc plus comme les nôtres, qui sont autonomes. Et il y a aussi des organisations alternatives, culturelles et de jeunes qui aussi apportent leur soutien à nos luttes. Parce qu'on a observé ici que les différentes luttes locales ont énormément de similarités et ça c'est une expérience très importante que les gens devraient comprendre à Istanbul. Parce qu'il y a un grand problème, différents syndicats ont moins de mal à se réunir, à se mettre ensemble. Les différents partis politiques aussi, ils peuvent faire des coalitions, mais des mouvements autonomes comme nous sont très difficile pour nous de se mettre ensemble, de contacter d'autres mouvements et d'agir ensemble. Et donc c'est pour ça que le réseau Novox, pour nous, c'est très important. Nous avions vu un slogan du Novox, ni à notre nom, ni sans nous. Ce slogan est aussi notre principal slogan en Turquie aussi, c'est notre structure. Et maintenant, je vais vous exposer, je vais vous parler un petit peu de la lutte qui est menée à Istanbul pour le droit au logement. Siyahın gölgesinde göz, ellerinde arezgi. Siyahın gölgesinde bir göz, ellerinde arezgi. Önümden geçen yaşlıcalar, gözleri denizde. Uzağımdan geçen vakti zaman, her birimize bu yazılır. Gelen yağmur gökten inince, içim ağlar inceden ince. Acıdan bazımızda düğümler büyür.
Istanbul a 14 millions d'habitants. C'est une ville qui est même plus grande que certains pays, on va dire. Actuellement, la lutte contre cette transformation urbaine est menée dans 30 quartiers d'Istanbul. Donc nous essayons d'unifier la lutte dans les divers quartiers d'Istanbul et nous essayons d'expliquer d'expliquer que le pouvoir et la décision aussi appartiennent au peuple, aux habitants. Donc notre objectif n'est pas seulement de nous restreindre au droit au logement, mais d'essayer aussi de réaliser ou d'avancer vers une transformation globale de la société. En ce moment même, au Portugal, il y a une loi qui est ouverte disant qu'ils sont en train de légaliser des personnes, mais en posant des conditions qui ne permettent même pas aux personnes de bénéficier de cette légalisation. Solim a accompagné beaucoup de personnes, des gens qui sont légalisés, qui vivent seuls et qui veulent faire venir leur famille auprès d'eux. Solim a travaillé dans ce sens au cours des 4 dernières années. Mais cette fois-ci, les gens commencent à nouveau à se heurter à ce problème. C'est-à-dire, les demandes sont introduites, la réponse se fait attendre. Nous voyons déjà une manifestation de la part des autorités. Ils commencent à sentir que les gens commencent à entrer beaucoup à travers ce regroupement familial. Donc il y a un blocage à ce niveau. Donc on a commencé maintenant à avoir une action plus forte, plus de formation politique aussi des personnes là-bas, parce que c'est une faiblesse qu'on a, c'est que si les personnes n'ont pas conscience politique, elles ne luttent pas, même qu'elles sont opprimées. Donc maintenant, on essaye de voir comment, et c'est une chose que c'est pas facile, on apprend, de voir comment former politiquement plus les personnes pour organiser la lutte. Et en même temps, on voit que c'est très important, chaque pays, nous sommes organisés, les mouvements sociaux, pour lutter ensemble contre cette politique commune européenne contre l'immigration. Après, il y a 4 ans, on a commencé aussi à travailler sur le droit au logement parce qu'on a commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'immigrés qui habitent à la banlieue de Lisbonne et ils habitent à les bidonvilles. Donc, ils ont commencé à faire démolition aussi. Les images que j'ai vues des films de Turquie, c'est de la lutte et des personnes, les familles, les femmes à lutter pour leur maison. Pour moi, ça a été très pareil avec ce qui se passe là-bas au Portugal. Sou cidadão português, nasci aqui neste bairro aqui em 1987. É o governo que não tem respeito para as pessoas que trabalharam mais de 30 anos aqui, com mais de 30 anos de desconto, hoje vai para a rua, é inválido e chamam de delinquente. Portanto, as pessoas que estão aqui não são delinquentes e não vai fazer delinquentes. Só quer uma casa para viver e mais nada. Hoje, todo mundo está a morrer na rua, vocês podem ver na Rússia, estão a morrer na rua. E o governo vai meter pessoas na rua, por quê? Para quê? Se nós construímos Portugal também. Nós construímos Portugal. Les personnes n'arrivent pas à avoir le revenu pour payer un logement dans le marché privé. C'est ça qu'on a, c'est surtout le marché privé. Et ils laissent un droit, que c'est le droit au logement, c'est un droit humain, un droit inaliénable. Ils laissent ce droit à le marché privé. Donc c'est impossible pour les pauvres de payer une maison pour acheter ou pour même faire un louer.
Et même, ils vont à payer, dans les bidonvilles, ils sont à payer un loyer aussi. Hein. Ah oui. Donc, c'est comme ça. Le Portugal, il a dit, ah, on ne peut pas avoir plus de bidonvilles. Ça, c'est pas moderne. À Portugal, nous sommes dans l'Union, la communauté européenne. On ne peut pas avoir des bidonvilles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les bidonvilles et il ne donne pas alternative à les personnes. Donc, ils ont fait un recensement des personnes. Seulement après 1993, il arrive une vague grande d'immigration pour faire beaucoup de constructions à Portugal, pour faire les grandes infrastructures, les choses comme ça. Donc tous les immigrés sont dehors de cet recensement. Donc ils n'ont pas le droit à le logement. Donc on a commencé une lutte avec différents quartiers. Il y avait les quartiers on a eu les résultats positifs, on a stoppé la démolition de quelques quartiers qui sont là même maintenant. Il y a d'autres quartiers qu'on a perdu tout. Et c'est ça, on continue la lutte, même si maintenant on a beaucoup de difficultés. Parce que pour moi, la lutte plus difficile qu'on a là-bas, c'est la lutte contre le conformisme des personnes. C'est les personnes d'accepter cette chose-là comme une fatalité et qu'on ne peut pas faire rien pour changer. En même temps qu'on fait la lutte à la rue, on a fait une lutte dans le tribunal parce qu'à Portugal, on a le droit au logement dans notre constitution. Je m'appelle Nanako Inaba et je fais partie du réseau Novox de Japon. Et le réseau est monté en 2003. Premièrement, ce sont des associations et les syndicats des sans-abri et travailleurs journaliers. Ce sont des personnes, eux, ils pensent qu'ils sont responsables de leur situation. Et l'opinion publique aussi, même s'ils revendiquent leurs droits. Ils disent que, mais arrête, c'est vous-même qui n'a pas bien travaillé, qui n'a pas fait des études supérieures. Donc, c'est vous êtes responsable. Donc, vous n'avez pas le droit de revendiquer les droits comme les autres. On a appris les mouvements des sangs en France. Et justement, les mouvements des sangs revendiquent des droits des sangs. Petit à petit, donc, on a essayé d'expliquer que ce n'est pas leur faute. Et on a créé un réseau justement pour revendiquer les droits des sangs. Ça veut dire pour avoir, premièrement, pour les sans-abri. Ils sont dans les parcs publics. Et tous les jours, il y a des agents de municipalités qui viennent pour demander de quitter le parc, mais que les militants et les sans-abri militants, ils sont là et il a essayé de convaincre les agents de la municipalité. Et donc on fait très souvent la manifestation devant la municipalité. Mais donc premièrement, on revendique le droit d'y rester. Et s'il veut débarrasser les tentes, on revendique le droit d'avoir un logement. Donc ce qu'on revendique, c'est l'aide sociale qui leur a permis d'avoir un logement stable et aussi un revenu stable aussi. À Tokyo, le gouvernement dit qu'il y a à peu près 20 000 sans-abri. Mais les associations pensent qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Sur le réseau, ce qui est intéressant d'abord, donc jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, on était très divisés. Mais on sait très bien que c'est inutile de se battre à l'intérieur de mouvements. Donc on fait très souvent des actions directes. Ça veut dire que chaque fois, s'il y a quelqu'un est expulsé ou s'il y a quelqu'un est arrêté, chaque fois on fait une action solidaire avec
cette personne, ces associations solidaires avec des sons. Pour soutenir les familles de la banque, on est allé devant l'ambassade de la France et avec les panneaux, solidarité avec les familles de la banque, et on a essayé de donner la revendication, la communiquer des sons du Japon pour montrer la solidarité des sons avec les sons en France. Et donc on a fait ça à Osaka aussi, et à Tokyo pareil, et Nagoya. Pour les Brésiliens aussi, c'était au moment de l'expulsion des familles de Curitiba. On est allé manifester devant l'ambassade du Brésil. Et là, il y avait un militant qui ont été arrêtés. Et là, donc, pour ce militant arrêté, il y avait aussi une pression des autres mouvements français, brésiliens, pour libérer ces militants. Et il a pu sortir au bout de 48 heures. C'est assez exceptionnel au Japon. Futur, je pense, maintenant, on a l'impression qu'on n'est pas encore suffisamment solidaire parmi les associations. Parce que c'est toujours très difficile à expliquer au sein que solidarité internationale est utile, parce que pour eux, plus important, c'est avoir le logement pour avoir une aide sociale. Donc, des choses internationales, c'est un peu très loin. Mais petit à petit, à la suite de G8, à cause de la crise économique mondiale, eux aussi, ils ont compris que solidarité internationale, ça apporte quelque chose. Donc, je pense que le réseau, ça va se développer plus. Donc, déjà, la libération des militants arrêtés, ça peut montrer que solidarité internationale est utile. Então essa é a nossa executiva do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Ocupar, resistir, pra morar. Ocupar, resistir, pra morar. Ocupar. Donc le MNLM, Mouvement National de Lutte pour le Droit au Logement, est un mouvement brésilien. Le MNLM est membre fondateur du réseau Novox. Très vite, le MNLM et le DAL se sont retrouvés à travers des pratiques communes, c'est-à-dire la pratique d'occuper, la pratique d'auto-organiser les familles pour faire valoir, pour faire entendre, pour obtenir leur droit au logement. Dès ce Forum social mondial, pour faire entendre la voix des mouvements de lutte décents, le MNLM revendique la réforme urbaine au Brésil. Il lutte pour le droit au logement des familles en occupant des terrains vagues, des immeubles vides. Il défend la réappropriation de la terre urbaine, le droit d'habiter dans un logement décent. La lutte pour la réforme urbaine est urgente, elle est fondamentale. Novox, à travers la solidarité internationale, s'est toujours appuyé sur le mouvement local, sur le mouvement organisé dans le pays où se trouve le forum. C'est pour ça qu'à chaque forum social mondial qui s'est tenu à Porto Alegre, donc en 2002, 2003 et 2005, le réseau Novox, à travers le MNLM, a mené des actions concrètes, directes, et pour faire entendre les mouvements de lutte dans les forums sociaux, et pour, à travers la médiatisation, à travers l'événement international tel qu'un forum social, faire pression sur les États, sur les villes, sur les propriétaires.
Je suis basé à Bamako. Et le siège national du mouvement aussi est basé à Bamako. Donc il y a 5 associations au Mali qui font tous partie du réseau Novox. L'AME, l'association malienne des expulsés, la RACEM, l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali, les grévistes des Morila et APLD et l'association pour la promotion des espaces des droits. Maintenant, le mouvement des sans-voix est un mouvement de défense des ouvriers, des paysans, des droits humains, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le droit au logement, le droit à l'alimentation et à la sécurité. Donc depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on est sur tous les fronts de la lutte, que ce soit à Morila avec les grévistes, la mine d'or de Morila exploitée par Bouygues, Anglo Gold. Donc c'est des ouvriers, ils sont à peu près 300 personnes qui ont été emprisonnées pendant 9 mois, puis arbitrairement licenciées, sans droit, sans préavis, ni rien du tout. Donc le mouvement des sans-voix se bat à côté de ces ouvriers et leurs familles en Morila pour que justice leur soit rendue. En même temps, il y a la question de l'ICOMA au Mali, qui est une question très cruciale et spéciale. L'ICOMA, c'est l'huilerie cotonnière du Mali, une entreprise nationale qui existe depuis dans les années 80 jusqu'en 2005, qui a été privatisée, et donc dont le repreneur est un opérateur économique malien, donc du nom de Ali Tomota. Et le groupe Tomota, quand il a repris l'ICOMA en juin 2005, il n'a pas du tout respecté les cahiers de charges. Et aujourd'hui, il a licencié à peu près 400 ouvriers à Koulikoro. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après ces licenciements, il a fermé aujourd'hui complètement toutes ces usines qui se trouvent à Koulikoro. Donc, c'est l'économie de toute une ville vraiment qui est partie. Ils vivent dans la pauvreté totale. Et qu'est-ce que le mouvement des sans-voix a fait? On est allé les voir jusqu'à Koulikoro. On a fait des réunions publiques avec les ouvriers et leurs familles, puisque nous, on est contre les privatisations, quelle que soit leur forme. Pour nous, il n'y a pas une privatisation civilisée. Toutes les privatisations sont sauvages, parce que c'est les profits. Donc, depuis plus de 2 ans maintenant, on se bat à côté de ces ouvriers. Et ces ouvriers ont attaqué le groupe Tomota devant les tribunaux. Et tout le monde sait qu'au Mali, il y a eu une mauvaise gestion foncière. Les maires ont distribué par-ci, par-là les terrains. Si la population connaît ses droits, elle doit se rebeller. Donc en ce moment, nous entrons en action et on va aider cette population à revendiquer ce qui lui est de droit. Donc ça, c'est une activité à prévoir. En tout cas, s'il y a une réaction au niveau de la population, ça veut dire que nous aussi, nous allons entamer des actions concrètes pour les soutenir et pour défendre leurs causes. Puisque le réseau Novox est très actif dans les forats. Et avec le forum social polycentrique à Bamako, et comme je l'ai dit l'autre jour, et nous on était au camp des jeunes. Nous on s'occupait de l'organisation des jeunes politiquement et tout. Maintenant ils sont venus, on a discuté, on a échangé. Et très rapidement on s'est rendu compte que c'est la même lutte. Parce qu'aucune lutte locale ne peut se développer sans la solidarité internationale. C'est une condition sine qua non. Et l'objet des forats, c'est de se rencontrer, de se connecter, sachant que dans les forats, même si c'est à des niveaux différents, il y a des organisateurs officiels qui sont dans les hôtels et tout. Mais nous, on s'est rendu compte que les militants Novox qui étaient avec nous à Bamako vraiment étaient logés au même titre qu'ils sont venus. Ils se sont immédiatement adaptés à la situation et donc il n'y avait pas assez de différence, quoi. Et ça, nous, on a beaucoup apprécié cela. C'est une ville qui n'est pas protégée parce qu'il n'y a pas de législation pour conserver le patrimoine, à la différence de Paris. Donc ça a créé un exode des riches
qui sont allés habiter en périphérie de Bruxelles. Alors l'avantage, c'est que pendant très longtemps, le foncier et l'immobilier a été extrêmement bas, ce qui a permis à ce que les plus modestes deviennent propriétaires de leur logement. Alors en Belgique, il y a peu de mouvements sociaux autonomes. Ça s'explique sans doute par l'histoire du pays, qui est un pays qui a été créé comme un État tampon. Finalement, qui commande en Belgique, ce sont les États qui sont autour. Alors aujourd'hui, on le voit dans le cadre de ce plan de développement international de Bruxelles, pour en faire la capitale de l'Europe, c'est-à-dire la capitale anglophone des lobbyistes et des bureaucrates. Alors comme la ville est structurellement très pauvre, pour les raisons que j'ai expliquées, la seule chose que les politiques locaux ont trouvé pour enrichir la ville, c'est la valorisation du foncier. Et donc c'est une ville où on peut détruire des quartiers populaires entiers pour faire du bureau ou des résidences de luxe. Et depuis 16 ans, les propriétaires peuvent être expropriés en 10 jours. Sous le coup de la loi d'expropriation, on n'a plus le droit de rénover, donc tout se dégrade, et après ça ne vaut plus rien et ils rachètent. Ce qui veut dire qu'on crée une réserve foncière habitée avec des Indiens, là, des indigènes dessus, et que le jour où on a besoin du terrain, on peut le prendre en 10 jours. Et il n'y a plus de vrai mouvement de résistance, il n'y a que de la participation et de la cogestion. Donc c'est la capitale du citoyennisme et de l'idée typiquement européenne au sens de l'Union européenne, qu'il suffit de mettre autour d'une table un homme politique, un promoteur immobilier, un patron de multinationale et un citoyen d'un comité de quartier pour que jaillisse l'utilité publique et que tout le monde tire bénéfice de la solution qui sera trouvée. Et les gens, évidemment, comprennent trop tard qu'il y a toujours des rapports de force, qu'il y a toujours des rapports de classe, et que finalement, Bruxelles est une ville violemment attaquée par un capitalisme co-géré par une autorité régionale néolibérale. D'où l'importance en Belgique d'internationaliser et d'universaliser les problèmes. C'est vrai en Belgique, c'est vrai ailleurs. Une lutte de quartier, par exemple, évidemment, elle se mène sur le terrain contre des politiques locales, contre des acteurs locaux, mais elle a des causes qui sont extérieures au quartier. Et je pense qu'un habitant d'Istanbul peut se reconnaître dans le processus de quartier Midi, comme un habitant du quartier Midi peut se reconnaître dans la destruction d'un quartier d'Istanbul. Et qu'il faut donc que nous trouvions ensemble le moyen d'empêcher globalement ces politiques-là. Et pour ça, il y a déjà des instruments qui existent, mais qui ne sont très peu utilisés, sans doute parce qu'ils sont très peu utilisables. Je pense particulièrement au pacte des Nations Unies sur les droits économiques et sociaux, qui en principe interdit ce type de destruction et d'expulsion pour des raisons de développement économique. Et donc le juge a justifié l'utilité publique ainsi, attendu que la gare du Midi ne peut plus être le terminus des migrants pauvres en quête de terre promise. Donc le combat numéro 1, c'est obtenir l'abrogation de cette loi d'expropriation. Le combat numéro 2, c'est dans le bloc qui va être conservé, que les propriétaires puissent rénover, ne soient pas expropriés et puissent rester sur place. Voilà, et je pense que là, il y a une vraie action de solidarité internationale sur ces deux points pour que ces crimes-là ne soient pas commis dans le silence. Je pense que c'est des choses qu'on peut gagner. C'est pour ça que nous avons besoin d'aide.